grand ancêtre, on va dire, de la philologie computationnelle. Et donc, j'ai récupéré 2 images qui ont été publiées sur son blog par Mélissa Terrasse qui montrent, et on l'évoquait d'ailleurs hier, l'atelier de Galarat avec toutes ces opératrices qui ont été recrutées par Dombuza pour saisir les données de l'index Thomisticus sur fiches perforées. Alors ces images sont assez amusantes, sont très années 50. On voit ici donc, Livia Canestrano qui est en train de travailler, d'opérer la machine mécanographique, l'ordinateur, entouré uniquement d'hommes qui, eux, restent debout à l'observer. Et on voit là cet atelier dans lequel, effectivement, étaient employés principalement des femmes. Dans cette, je ne vais pas appeler ça un historique, mais dans ce petit parcours des ancêtres, je voudrais aussi mentionner Don Froger, et notamment sa préface à son ouvrage sur la critique des textes et son automatisation, qui est aussi assez savoureux dans la perspective qu'il donne, puisqu'il écrit en 1968, et il nous dit à ce moment-là que depuis 1946, les philologues utilisent de plus en plus fréquemment les ordinateurs, et qui pour lui, il est en tout cas déjà courant d'automatiser les recherches philologiques ou littéraires et d'utiliser la machine électronique ou mécanographique pour des études lexicographiques ou stylistiques. Et il cite différents projets de son époque. Alors je ne sais pas si même maintenant en 2019, on peut déjà dire qu'il est vraiment courant d'automatiser les recherches philologiques. C'est intéressant de voir que du point de vue de Don Froger en 68, c'est pourtant déjà le cas. Alors, qu'est-ce que la philologie computationnelle? Je ne vais pas rentrer dans des questions trop... je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur les questions de définition, mais je vais me contenter de dire que c'est quelque chose qui se situe à l'intersection entre la philologie, c'est-à-dire la science des textes, et ses différents champs tels que la philologie matérielle, qui se préoccupe de la matérialité des sources, qu'il s'agisse de la codicologie ou de la paléographie par exemple, l'ecdotique, donc la science de l'édition des textes, la critique textuelle ou l'histoire des textes, et de l'autre aspect, les méthodes computationnelles, donc simplement les méthodes qui sont fondées sur les nombres et sur le calcul, qu'il s'agisse de méthodes quantitatives ou statistiques, d'apprentissage machine, dont il va être assez question ensuite, ou qu'il s'agisse de modélisation, de simulation par ordinateur. Alors, pour expliquer un petit peu ça, je vais prendre un parallèle avec la question de la science des données, la data science. J'ai repris ce diagramme de Venn visant à illustrer ce qu'était la science des données, qui serait ce qui est à l'intersection entre une expertise substantielle sur un sujet donné, des compétences en programmation et des compétences en mathématiques et statistiques, en évitant l'aspect maléfique qui est représenté par le dernier cercle. Et donc là, ce que j'appellerais la philologie computationnelle, c'est quelque chose effectivement qui se trouverait par là. Et on peut se référer aussi à ce qui forme les 4 paradigmes de la recherche scientifique selon Jim Gray, qui est on va dire le père du concept de data science. Pour lui, il y a donc 4 paradigmes qui ont émergé au fur et à mesure des siècles. La science expérimentale depuis l'Antiquité, la science qui s'appuie sur un contexte, un cadre théorique, on va dire en gros depuis Newton. Et puis, au XXe siècle, émerge la science computationnelle qui se fonde sur les capacités de calcul, la simulation par ordinateur. Et puis, avec le déluge de données et l'émergence du web, la science tournée vers les données, fondée sur les données, data-oriented science, data science en cours, qui peut se permettre de récupérer des vastes quantités de données qui sont disponibles et faire émerger les hypothèses des données elles-mêmes. Alors je vais dérouler un petit peu ce fil de la philologie centrée sur les données et je vais le faire au fil de ce qui est la démarche philologique et traditionnelle d'édition qui part de l'acquisition du texte pour aller vers l'enrichissement et la structuration et jusqu'à la collation, l'alignement des textes et la critique. Pour commencer ce parcours de philologie centrée sur les données, je voudrais reprendre la définition de Tara Andrews en 2012 de ce qui est la digital philology selon elle et qui la distingue de toutes les philologies traditionnelles, que ce soit la philologie néo-larmanienne, la new philology, etc.
selon elles, ce qui les distingue véritablement, c'est leur volonté ou non de partager le travail entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. D'un côté, les philologies traditionnelles qui ont du mal à embrasser complètement les possibilités du numérique, tandis que la philologie numérique serait ce qui se concentre sur une division efficace des tâches entre l'humain et l'ordinateur. Et pour elle, c'est la méthode de production du texte édité plutôt que sa présentation qui est le champ dans lequel il y a la plus grande innovation possible. Donc la plus grande innovation possible, elle n'est pas forcément du côté de l'édition, la forme de l'édition papier ou numérique, mais plutôt de la manière dont on produit l'édition. Donc on va parcourir rapidement quelques aspects. Donc, en termes de production des données, mais d'exotique, disons, on va parler de l'acquisition du texte, de structuration, d'enrichissement, de collation. Et puis on s'attardera aussi sur des exemples d'analyse qu'on peut faire de ces données, avec un parcours qui idéalement est un petit peu celui-ci, où on part de la source numérisée, donc le facsimilé du manuscrit, qu'on va ensuite traiter pour en extraire un ensemble de données structurées, dans un format ou un autre, doté ou non de certains enrichissements. Et ces données, ensuite, ont vocation à être utilisées à la fois pour construire des connaissances nouvelles sur les textes, et d'autre part, à être mises à disposition sous différentes formes, en tant que données elles-mêmes ou sous forme d'édition électronique, etc. Donc là, c'est présenté de manière très linéaire. Il est évident que c'est quelque chose de plus circulaire, dans la mesure où la création de nouvelles données va faciliter les processus d'acquisition d'autres manuscrits, d'autres données, et où les connaissances nouvelles vont informer la manière dont on structure les données par la suite. Donc il y a des allers-retours possibles. Alors, je voudrais vous démontrer rapidement la chaîne de traitement sur laquelle on travaille avec des collègues, notamment à l'École des Chartes, qui part de l'image numérique et qui va vers l'édition critique ou vers la fouille de données. Donc on va parler rapidement de reconnaissance des écritures. On parlera ensuite de différents types d'enrichissement, par exemple la lématisation, et puis ensuite d'alignement des textes. Donc bon, c'est quelque chose qui maintenant est de plus en plus de notoriété publique. On sait que la reconnaissance des écritures manuscrites, c'est un champ qui était très peu fonctionnel jusqu'à ces 5 dernières années, disons, et qui s'est beaucoup développé, notamment grâce à de nouveaux développements dus à l'irruption, on va dire, des réseaux de neurones dans ce champ de la reconnaissance du texte. Et c'est un domaine pour lequel on a des instruments ouverts et gratuits, tels que Kraken, tels que Ocropy ou d'autres encore, et où on a aussi un développement d'interfaces pour le chercheur en sciences humaines. Il en sera sans doute question plus tard aujourd'hui, tels que Transcribus ou eScripta. Et c'est un domaine, par contre, par opposition au champ plus classique de la reconnaissance du caractère imprimé, c'est un domaine où on a encore besoin de modèles assez spécifiques à entraîner, si ce n'est sur chaque main, au moins sur chaque style d'écriture, chaque période. Et donc on passe généralement par une phase de collecte, de production de données de terrain avant d'arriver à l'entraînement d'un modèle spécifique. C'est un processus qui est itératif. On part donc de l'image qu'on va traiter pour en analyser la mise en page, les colonnes, les lignes. Et on va ensuite transcrire de manière traditionnelle une partie des sources pour produire une donnée de terrain qui servira ensuite à entraîner des modèles qu'on pourra tester, modèles qui auront un taux d'erreur donné, qui vont servir ensuite à produire de nouvelles données que l'on va corriger, qui permettront d'entraîner un modèle plus performant, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. Alors, quelques exemples de résultats obtenus notamment avec Kraken. Donc, à gauche, vous avez ici quelques vers du Roland d'Oxford, un manuscrit de la première moitié du XIIe siècle contenant la chanson de Roland. Vous avez un modèle utilisant Kraken qui a été entraîné sur environ 400 lignes et qui obtient déjà des résultats corrects avec un taux d'erreur caractère qui est aux alentours de 9%. Ce qui est
plus très bon. Maintenant, on arrive à des taux d'erreur qui sont plutôt vers 3 à 4 % quand on a suffisamment de données. Mais pour un modèle avec peu d'entraînement, ça illustre un peu ce qu'on peut quand même avoir dans les cas où on a un peu de chance et qu'on a une source relativement lisible. On voit que même derrière ces 9 % se cachent des VR qui sont presque intégralement corrects ou qui contiennent parfois uniquement des erreurs qui sont minimes. Ça permet d'illustrer aussi qu'on est assez tributaire à la fois de la qualité de la numérisation, de la présence de blitz-through, donc de visibilité en transparence du feuillet suivant, de la qualité de la photographie, de la présence de tâches. On en a une ici, on voit que ça perturbe clairement la reconnaissance, et ainsi de suite. Alors, quand on augmente les données, en général, on augmente aussi la qualité des résultats. C'est le principe général que je veux illustrer ici. Donc là, c'est un modèle entraîné sur un chansonnier occitan du XIIIe, le chansonnier I, copié en Vénétie. Donc cette fois-ci, on avait 1000 lignes d'entraînement, ce qui est un petit peu plus, et un manuscrit très propre. Et on arrive à des taux d'erreur qui sont aux alentours de 8 %, qui sont un peu plus bas si on ignore l'espacement, parce que j'en parlerai ensuite, mais l'espacement est un problème dans le manuscrit médiéval et ne peut pas être réduit à un système typographique contemporain. Et dans ce contexte-là, on s'est amusé aussi à accroître artificiellement les données d'entraînement en générant des pseudo-lignes de manuscrits. Donc on a pris chacune des 1000 lignes et puis on a appliqué toutes sortes de déformations. On a rajouté de la neige, on a rajouté du flou, on a rajouté des taches, des trous, etc. pour accroître la diversité des données qu'on a soumises ensuite au réseau de neurones. Et on voit qu'il y a une amélioration qui est de l'ordre d'1% de la qualité des résultats en taux d'erreur caractère. Alors, un dernier aspect que je voulais souligner, c'est l'importance de la qualité des données et des choix humains. Récemment, pour un article avec des collègues, on a travaillé sur un légendier français, qui est le manuscrit français 412 de la BNF. Donc on a comparé les résultats avec différents moteurs de reconnaissance d'écriture. On a aussi comparé les résultats selon qu'on testait ces modèles, soit sur une transcription faite par l'experte en charge de l'édition du manuscrit, soit sur des transcriptions faites par les étudiants, avec des consignes qu'on leur avait données mais qui ont été plus ou moins suivies. Et on voit que le modèle, entraîné sur les données de l'édition produites par l'experte, réussit à avoir des très bons résultats sur ces données-là. Par contre, quand on le compare aux résultats de la transcription des étudiants, tout d'un coup, on a un taux d'erreur qui explose, tout simplement parce que les étudiants n'ont pas toujours suivi les mêmes principes en termes de normalisation des variantes de forme des lettres, résolution des abréviations, segmentation, etc. Donc il y a une dimension interprétative qui pose ici des problèmes d'homogénéité, on va dire, dans nos données. Alors, ces données qu'on crée par reconnaissance des écritures, on peut ensuite s'en servir bien sûr pour les insérer dans l'étape suivante de notre chaîne de traitement, mais aussi directement pour des formes d'analyse des écritures. Donc là, j'ai mis quelques exemples de construction de profils Scribo, où on va essayer de mesurer quelles séquences de variantes de forme des lettres sont caractéristiques de tel scribe par rapport à tel autre scribe du manuscrit ou tel autre scribe contemporain, et où on peut donc construire ces profils qui vont ensuite, on l'espère, permettre d'attribuer à un scribe ou à un autre une nouvelle feuille de manuscrit qu'on va soumettre à ces modèles. On a un exemple de classification de ce type ici, je ne sais pas si on peut zoomer un petit peu. Donc déjà ici, on a comparé différents manuscrits de chansons de geste avec une analyse par réduction de la dimensionnalité. Donc vous voyez, chaque point correspond à un feuillet de manuscrit et chaque couleur correspond à une cote. Donc on voit déjà qu'en analysant ces caractéristiques graphiques, on réussit à regrouper les feuillets qui viennent du même manuscrit, donc ce qui est bien, ce qui ne nous apprend pas grand-chose. On a aussi un axe principal qui se construit autour d'une division qui est essentiellement chronologique, avec ce qu'on suppose être les témoins les plus anciens ici, et puis les plus modernes là. Et donc on peut éventuellement imaginer d'injecter un nouveau feuillet pour voir où il tombe, et essayer d'en déduire automatiquement une datation. Là, on a la même chose, on a fait une classification. Et on retrouve nos divisions par nos feuillets qui sont répartis par manuscrit. Et à l'intérieur d'un manuscrit donné qui est le manuscrit A, on retrouve des séparations qui
une fois après un retour, on va dire directement à la source, paraissent correspondre à différentes mains à l'intérieur de ce manuscrit, qui ne sont pas forcément consécutives, qui interviennent à différents endroits du manuscrit, mais on retrouve les feuillets qui se regroupent, alors imparfaitement, mais malgré tout, qui permettent des hypothèses supplémentaires sur les mains du manuscrit. Alors, un dernier cas au niveau des écritures pour illustrer un petit peu l'impact des choix faits dans l'élaboration des données sur les perspectives d'analyse qu'on va pouvoir en faire ensuite, qui est un cas particulièrement difficile, qui est celui de l'étude de la segmentation graphique de la langue. En tant que philologue, que linguiste, on aimerait bien savoir pourquoi et comment les médiévaux séparent leurs mots, quelle est leur perception du mot, qu'est-ce qui est un mot pour eux ou pas. Donc intuitivement, ce qu'on voudrait commencer par faire, c'est pourquoi pas transcrire ou reconnaître automatiquement en préservant l'espacement tel qu'on le voit dans le manuscrit. Le problème, c'est que l'espacement médiéval et manuscrit en général n'est pas réductible à un système binaire tel qu'on a dans l'imprimé avec absence ou présence de blanc. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que notre œil est traître. On est habitué à une lecture globale, à une perception globale des mots. Donc, quand on est habitué à lire ce genre de manuscrit, on reconnaît les mots. Et donc, on va avoir tendance naturellement à avoir des séparations, même là où il n'y en a pas. Donc là, si je lis par exemple ici, de sa parole ne fut mis. Alors, de sa parole, j'ai tendance à les voir. Alors là, je vois bien qu'il y a un espace qui est clair entre D et E. Par contre, j'ai tendance aussi à en voir, à lire séparément de, ça et parole. Alors qu'en fait, si on regarde de plus près, l'espacement entre ça et parole n'est pas forcément beaucoup plus grand que celui entre P et A ici, et ainsi de suite. Donc, est-ce que je fais des séparations? Est-ce que je n'en fais pas? Est-ce que j'invente différents niveaux de séparation? Alors ça, c'est un type de problème. La question, là, elle est au niveau des données. C'est comment est-ce qu'on essaye de représenter ça et comment est-ce qu'on peut enregistrer cette information. Donc, il y a différentes approches. Peut-être une des plus prometteuses a été utilisée par Dominique Sussman, notamment dans des données qu'il a produites dans un de ses projets, qui consiste à mesurer automatiquement l'espacement entre lettres. Donc on a une information objective qui est une distance en millimètres, à charge ensuite à l'analyse statistique d'essayer d'en tirer quelque chose. Donc là, simplement pour illustrer, je montre un exemple de croisement entre la partie du discours d'un mot et sa tendance à être agglutiné avec le mot suivant, ou d'être segmenté selon l'usage moderne, ou d'être, on va dire, déglutiné, donc d'avoir des espaces à l'intérieur du mot. Et donc là, vous avez les parties du discours. Et on voit que a priori, ce qui s'agglutine le plus au mot suivant, c'est la préposition, qui va avec le mot qui suit, ou le déterminant, éventuellement l'adverbe, ou la conjonction de coordination, mais dans des dimensions moindres. Et à l'inverse, les mots comme les substantifs ou les verbes ont tendance à être segmentés selon un usage qui est proche de l'usage moderne. Alors j'en viens à la question de l'enrichissement, qui est mon étape ultérieure de la structuration et de l'enrichissement. Donc là, c'est l'étape suivante du pipeline, si j'ose dire. On va chercher à associer à des portions de texte des informations supplémentaires, qu'il s'agisse de structure logique ou physique du document, qu'il s'agisse de normalisation, donc c'est un exemple qu'on prendra. Par exemple, la résolution des abréviations, la segmentation moderne, les graphies, qu'il s'agisse d'autres types d'annotations linguistiques comme les lemmes ou les parties du discours, qu'il s'agisse d'identification, on a aussi un peu parlé hier comme l'identification des entités nommées, les personnes, les lieux et ainsi de suite, ou pourquoi pas de tout type d'informations pertinentes pour l'analyse. On a aussi des outils qui cherchent à détecter automatiquement la structure logique de la source, par exemple d'entrée de dictionnaire, pour la reproduire dans l'encodage. Alors les exemples que je vais prendre, ils seront plutôt du côté de la modernisation de la segmentation, de la résolution des abréviations et de la lemmatisation, qui sont des tâches classiques auxquelles on est confronté quand on édite des textes médiévaux. Donc je reprends pour faire le lien avec la partie précédente, je reprends mon exemple de la segmentation des mots. Comme je le disais, l'usage dans le manuscrit n'est pas réductible à un système moderne, mais si on veut pouvoir faire passer ce texte par d'autres traitements, il va falloir à un moment ou à un autre obtenir une division conforme, modernisée, conforme à l'usage moderne, pour pouvoir ensuite, ne serait-ce que chercher les mots,
et leur appliquer toutes sortes de traitements. On a besoin de resegmenter selon l'usage moderne les mots. Alors on peut le faire à la main. On peut aussi utiliser un logiciel pour ça. Mon collègue Thibaut Cléris a développé un outil qui s'appelle Boudams, qui est un outil d'apprentissage machine de séquence vers séquence, qui utilise des réseaux de neurones convolutionnels. Donc on le fait apprendre, on lui donne beaucoup de lignes dont on a retiré l'espacement, et on lui demande de nous la réécrire, mais en espaçant correctement les mots, en injectant les espaces là où il y en a besoin. Donc ce n'est pas très difficile d'avoir de la donnée d'entraînement pour ça. On prend tous les textes en ancien français qui passent, on retire les espaces, on lui donne et puis on voit quels sont les résultats qu'on obtient. Et on est entre 95 et 99,3% de réussite. Donc là, vous avez un exemple rapide. À gauche, vous avez la sortie de transcribus, donc de l'HTR brut, donc texte tel qu'il a été reconnu par le modèle. Et là, vous avez la sortie du logiciel. On a mis en gras les cas où il y a eu une transformation qui a été faite par le réseau. Donc là, vous voyez que alors qui était agglutiné a été correctement séparé. Là, vous aviez un cas un peu difficile où il y avait à la fois une agglutination, nous ne finirions, et une césure en fin de ligne. Et ça a été correctement corrigé, ne finirions. Et parfois, il y a des ambiguïtés qui ne sont pas toutes correctement vues. Donc là, c'est l'adverbe ja. Mais le réseau a lu IA, parce que l'IA, c'est aussi assez fréquent. Donc, il essaie de se servir du contexte pour choisir, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, une fois qu'on a resegmenté en mots, se pose la question de résoudre les abréviations. Se pose aussi la question d'ajouter de l'information linguistique, telle que le lemme, la partie du discours, ou la flexion, verbale, nominale, et ainsi de suite. Alors pour l'ancien français, typiquement, c'est quelque chose d'un petit peu délicat à cause de l'importance de la variation graphique en ancien français. La variation qui peut être, on va dire, diatopique entre le picard, le lorrain, le normand et ainsi de suite, qui peut être aussi chronologique entre des scribes avec des usages archaïsants ou simplement des scribes du XIIe et des scribes du XIIIe siècle, qui font qu'un mot comme cheval dans un corpus, en l'occurrence dans le nouveau corpus d'Amsterdam, a au moins 36 graphies différentes. On peut trouver cheval tel que dans l'usage moderne, on peut aussi trouver cheval avec l'allographe U, on peut trouver Tjevaus, on peut trouver Tseval avec un C, Tjevaus avec X pour US, Tjevals, Tseval, et ainsi de suite, jusqu'à Keval, Tjevals, Kevaus avec des traits plus picards, et ainsi de suite. Ce qu'on voit aussi dans cette liste, c'est que les formes, il y a un certain nombre de formes très fréquentes qu'on va très rapidement pouvoir identifier, comme la forme moderne, l'équivalent de la forme moderne cheval. On a quand même la moitié du tableau qui est constitué de formes qui apparaissent entre 1 et 10 fois. Ce qui veut dire que dès qu'on rajoute un nouveau texte, dès qu'on est confronté à un nouveau texte, potentiellement on aura une nouvelle forme de cheval qui sera en apax et qui va falloir traiter. Donc si on a une approche qui est uniquement par dictionnaire de formes, eh bien, très rapidement on va être mis en difficulté dès qu'on aura un nouveau texte à traiter. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de modéliser les substitutions les plus fréquentes. On sait que si on regarde, on a des alternances entre des graphèmes qui peuvent être C, CH ou K à l'initiale, entre U et V, et entre des finales qui sont ALS, AUS ou AUS avec X. Un autre aspect qui est important, à force de varier, les graphies de cheval, elles peuvent croiser les graphies de cheveux. Et donc on ne sait pas si certains mots de cette liste-là ne peuvent pas être plutôt des occurrences de cheveux plutôt que de cheval. Alors comment on fait pour distinguer ça? Quand on est un être humain et qu'on lit un texte, on se doute que quand c'est « ils montèrent sur leurs chevaux », c'est un cheval, et que si c'est « ces blonds cheviaus », c'est plutôt ces blonds cheveux que ces blonds chevaux. Maintenant, il faut réussir à faire comprendre ça à la machine. Et donc, comment le faire? Là, on va voir, mais c'est le contexte aussi qui va peut-être permettre de faire ça. Est-ce qu'on a le verbe monter qui est proche, ou est-ce qu'on a blond qui est proche de l'occurrence qu'on cherche à classer? Et ça vaut aussi pour les questions de désambiguïsation. On a beaucoup d'homographes en français, on en a peut-être même encore plus en ancien français. Et le mot son, ça peut être 4 choses différentes. Ça peut être
le sommet, ça peut être selon, ça peut être le son, ou ça peut être le déterminant possessif, comme son, cheval, par exemple. J'en oublie peut-être d'autres encore, il y a peut-être le son d'avoine et ainsi de suite. Pour rester dans la thématique du cheval. Alors, comment faire ça? Donc, il y a un outil qui est développé notamment par Enrique Mandiavacas et Mike Estomont qui s'appelle Pi, donc qui est aussi un outil d'apprentissage profond, qui se fonde aussi sur des représentations des mots qui sont nourris à un réseau de neurones de type convolutionnel ou récurrent. Donc, ce qu'on fait précisément, c'est qu'on va extraire des représentations des mots comme vecteurs en fonction de leur contexte, en utilisant par exemple ce qu'on nomme des word embeddings, qui sont des représentations des mots qui s'inspirent de principes de sémantique distributionnelle, où on va attribuer un certain nombre de valeurs à des vecteurs qui vont représenter ce mot en fonction de son contexte. Et ces représentations-là, on va les nourrir ensuite à un réseau de neurones dont on espère qu'il va nous sortir une classification, donc une étiquette en sortie qui peut être le lemme, qui peut être la partie du discours, ou la forme normalisée, selon ce qu'on cherche à obtenir. Voilà un exemple. Donc là, on a la donnée qui vient de sortir du resegmenteur. On la donne d'abord à un premier réseau qu'on va appeler le normaliseur, qui va chercher à moderniser les graphies. On voit qu'ici, et à résoudre les abréviations. Donc on voit que le signe tyrolien pour E est développé ici, que le U qui vaut V est remplacé par V. Et puis ensuite, ces formes-là, on les fournit à un autre réseau qui va essayer de déduire le lemme et la partie du discours. Donc, est-ce que ce A, c'est le verbe avoir, ou est-ce que c'est la préposition, ou est-ce que c'est une interjection A, par exemple. Donc là, c'est une forme de A3, qui est la troisième entrée de A dans le dictionnaire de référence qui correspond à la préposition. Pareil pour l'or, vie, et ainsi de suite. Et puis on va attribuer une partie du discours, préposition, déterminant possessif, nom commun, et ainsi de suite. Alors, on a aussi développé à l'école Deschartes une interface de post-correction qui s'appelle Pira, qui vise à faciliter et rendre plus rapide ce travail de post-correction des textes lemmatisés. Je ne sais pas si on a un instant pour présenter rapidement. Je vais faire login. C'est une application qui est ouverte, sur laquelle vous pouvez vous créer un compte. Et dans lequel vous pourrez gérer des corpus. Alors, je vous montre l'interface de création. Donc, vous pouvez créer un corpus test. Je ne vais pas aller jusqu'à la phase de création parce que je ne veux pas surcharger mon compte, mais vous déterminez le contexte que vous voulez. Et puis ensuite, vous lui donnez soit un texte qui est déjà lemmatisé, soit un texte que vous lemmatisez avec un des modèles qu'on a rendu disponible. Par exemple, le modèle pour l'ancien français. Donc, hop. Hop, je lemmatise. Et voilà, donc là, j'ai une première proposition de lemmatisation. Et puis ensuite, je vais créer mon corpus, je vais choisir un référentiel, celui de l'ancien français par exemple, ou en créer un. Et puis, je vais avoir ensuite mon corpus tel qu'ici. Alors, il y a... non, on ne va pas prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a qui... Celui-là par exemple, ou le corpus des Lorrains. J'espère qu'on n'aura pas de bug, parce que c'est quand même, quand on fait une démonstration, c'est un peu classique. Donc là, vous avez un système sur différentes colonnes avec les caractéristiques qu'on peut vouloir corriger. Vous avez le contexte à droite. Et puis, vous avez une possibilité de faire des corrections par lot. Par exemple, ici, toutes ces formes ont été reconnues comme ayant ce lemme et cette partie du discours, cette morphologie. Si vous voulez la corriger, vous pouvez appliquer votre correction d'un coup sur les 50 formes plutôt que de les corriger l'une après l'autre.
Puis après, vous pouvez utiliser les référentiels pour aller chercher, mettons, toutes les formes qui auraient un lemme qui n'est pas autorisé dans votre référentiel. Par exemple ici, qui moult est-toi? C'est clairement un problème de segmentation qu'il faut corriger. Donc vous repérez tous les cas un peu absurdes avec ce type de fonctionnalité. Ça permet d'aller plus vite si jamais vous devez recorriger l'intégralité de données pour les passer éventuellement à l'étape suivante de la chaîne de traitement. Alors là encore, ces données, on peut aussi s'en servir directement en tant que telles pour de l'analyse statistique, pour essayer par exemple de reconnaître la langue des scribes, avec des outils qui sont un peu similaires avec ceux que j'ai déjà montrés. Donc, dans ce contexte-là, on a passé tout un corpus de chansons de gestes, d'une 50aine de textes, dans une analyse par classification ascendante hiérarchique. Je ne rentre pas dans le détail de ça, mais simplement on retrouve, grâce aux particularités linguistiques qu'on a extraites dans les textes, une division qui correspond en partie à la classification habituelle des différentes scriptae, des différents dialectes de langue de Hill. Vous avez ici l'anglo-normand, qui est la principale division qui oppose l'anglo-normand au scriptae continental, et puis à l'intérieur de celle-ci, vous avez le picard qui se distingue du reste, et puis à l'intérieur du reste, vous avez d'un côté les scriptae de l'Est, qui sont elles-mêmes subdivisées entre le lorrain septentrional, le bourguignon, et ainsi de suite. À partir de là, vous pouvez aussi avoir des approches supervisées. On va construire des profils pour chacun de ces groupes dialectaux, par exemple l'anglo-normand, en fonction de critères qui sont caractéristiques dans les textes qu'on a dans notre base. Et puis, on peut s'en servir pour faire apprendre à tel ou tel algorithme ces caractéristiques. Par exemple, on peut utiliser une machine à vecteur de support ou quelque chose de ce type-là. Et ensuite, fournir des nouveaux textes et voir dans quel groupe ils sont classés par l'algorithme. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a pris des nouveaux fragments qui n'étaient pas localisés. Et puis, on a demandé à notre algorithme de classification de déterminer à quel groupe ils appartenaient. Donc, on a certains qui ont été attribués au groupe Picard, d'autres au groupe de Lorraine septentrionale. En l'occurrence, c'est l'essentiel de ça pour ces fragments en question. Ce qui n'empêche pas ensuite, bien sûr, de revenir au texte et puis d'aller voir ce qui a amené à faire cette classification et puis quels sont les traits scriptologiques intéressants dans chacun de ces fragments. Alors, dernier aspect de cette chaîne de traitement, la question de l'alignement des textes. Bon, l'idée est de mettre en correspondance des portions d'un texte donné avec des portions d'un ou d'autres textes, ce qui peut avoir différents cas d'usage. On peut parler de ce qui va nous intéresser ici, de la collation de différents témoins d'un même texte, dans la perspective d'élaborer un apparat critique et puis une édition critique. Ça peut aussi être appliqué à des questions de détection des citations, des emprunts textuels, de paraphrase, de réécriture, de compilation, et ainsi de suite. Donc là, on travaille avec deux collègues également à la mise en œuvre d'un outil qui utilise des bibliothèques préexistantes pour réaliser ce type d'alignement en deux étapes. Avec un alignement macro-structurel dans un premier temps, on va chercher à mettre en correspondance les paragraphes ou les vers ou les chapitres entre les différentes sources qu'on a à traiter. Et puis on va descendre ensuite à un niveau inférieur pour faire un micro-alignement au niveau de la variante textuelle dans les paragraphes ou dans les vers qui ont été préalignés à l'étape précédente. Alors là encore, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, surtout pour des langues médiévales et notamment de l'ancien français, en raison même de cette variation graphique qu'on a vue avant, où un membre de vers comme celui-ci, l'épée tombe du fourreau, où elle chiait du fuer, peut être écrit avec de manière tellement différente qu'elles n'ont presque plus de lettres en commun. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il y a peu de lettres communes, surtout sur des mots courts comme celui-ci. Et donc la question, c'est comment gérer ce type de variation. Là, on va utiliser la notation linguistique qu'on a ajoutée à l'étape précédente, notamment les lemmes, et c'est ces lemmes et ces formes normalisées qui vont nous servir à réaliser cet alignement en écartant pendant un temps la variation graphique. Voilà l'idée des... Donc on a nos textes lemmatisés. On va ensuite les passer dans des algorithmes de détection, de réutilisation de textes pour essayer de voir les grandes correspondances, les paragraphes qui se correspondent. Et puis ensuite, on va passer ça
dans un outil de collation comme Collatex en utilisant l'information linguistique pour aligner. Et après, une fois l'alignement réalisé, éventuellement corrigé, on va réutiliser l'information linguistique pour catégoriser les variantes selon une typologie donnée. Donc, comme on a ajouté pas mal d'informations linguistiques, on peut aller assez loin dans cette catégorisation. On va voir si est-ce que nos variantes ont le même lemme, la même partie du discours, la même morphologie, mais seulement la forme les sépare. Dans ce cas-là, on a une variation qui est de l'ordre d'ordre graphématique, comme entre chevalière ou chevalier. Est-ce que la morphologie est différente? Dans ce cas-là, c'est une variante flexionnelle. Est-ce que la partie du discours est différente? Donc, dans une variation qui serait morphosyntaxique, ou est-ce que les lemmes sont carrément différents? Et là, on a une variante d'ordre lexical. Et ensuite, on peut se servir de ces lieux variants qu'on a étiquetés pour sélectionner les variantes qui vont nous servir à réaliser une analyse stématologique pour essayer de rétablir la tradition du texte, l'arbre généalogique du texte, de manière algorithmique ou de manière plus traditionnelle. Donc là, c'est les résultats d'un package R stématologique que j'ai développé avec un collègue qui, à partir d'un ensemble de lieux variants, va formuler des hypothèses généalogiques qu'on va représenter ici. Il y en a deux qui ont été proposées pour cette tradition donnée. Et en orange, vous avez les nœuds réels qui correspondent à des manuscrits conservés. Et puis en gris, vous avez les nœuds hypothétiques supposés par l'algorithme pour rendre compte des variantes qu'il a observées. C'est juste une visualisation expérimentale où on a essayé d'ajuster la distance des points en fonction de la distance dans les variantes qu'on avait dans les manuscrits. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, je crois que c'est à peu près rien. Dans ce cas-là, je passe cette partie qui est de modélisation. Simplement pour dire un mot, parce que je suis resté longtemps dans cette question d'une approche centrée sur les données. On peut aussi imaginer des approches qui sont plutôt à rebours de ça et qui partent de l'hypothèse du chercheur, de l'intuition de l'hypothèse du chercheur, et qui vont chercher à donner une forme, à rendre compte des faits observés, à donner une forme d'intelligibilité, avec une démarche où finalement on part d'un constat, d'une intuition initiale, et puis on va élaborer une hypothèse, construire un modèle, et éventuellement même simuler un comportement qu'on cherche à comprendre, avant de retourner aux données ensuite. Et là-dessus, je mène des recherches avec un collègue spécialiste de physique statistique autour de la question de la diffusion médiévale des textes. Et un des objectifs, c'est d'expliquer pourquoi on retrouve ce type de distribution du nombre de témoins par texte dans les sources. Autrement dit, ce monde dans lequel la plupart des textes sont conservés en exemplaires uniques. Pour la plupart des textes, on a un seul manuscrit. Et pour un tout petit nombre, on a 30 ou 40 manuscrits. Donc il y a un monde très inégalitaire dans lequel la plupart, paressient en quelque sorte, dans lequel la plupart des textes ont à peine survécu. Et un tout petit nombre a une destinée très importante avec une grande diffusion. On peut essayer de voir si c'est un phénomène qui est purement mécanique, dû aux dynamiques de transmission des textes, ou s'il y a quelque chose qui est dû à un effet de sélection, une question de goût littéraire, de réception, de renommée, et ainsi de suite. Donc je passe rapidement là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Et